Merci de rester fidèle sur New World Economy à l'heure donc de l'émission qui donne la parole aux jeunes. Avec 1 milliard d'utilisateurs, TikTok est l'une des applications qui enregistre la plus forte croissance dans le monde. Il est également considéré comme un outil utilisé par plusieurs jeunes en Afrique, que ce soit pour travailler, également pour se récréer et se distraire. Aujourd'hui, il nous fait rencontrer des situations au travers duquel beaucoup de dérapages et beaucoup de jeunes l'utilisent à des fins qui sont reprochables. Que faire face aux diffamations et à l'atteinte de l'image sur le net et notamment sur TikTok? Nous en parlons donc sur ce plateau avec Gideon Monipaki. Il est juriste de formation, également de profession. Cher ami, merci d'accepter notre invitation encore aujourd'hui. Bonsoir Coco, bonsoir Valère. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous et j'espère que nous aurons, comme toujours, un excellent débat. Naturellement, nous aurons un excellent débat et pour avoir un excellent débat, il faut également compter sur Dovi Sassou Valère. Il est sociologue de formation, communicant et beaucoup de choses à la fois. Merci Valère d'être également fidèle à cette émission aujourd'hui. Merci Coco pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Je salue Gédéon, je salue les téléspectateurs qui nous suivent, qui sont vraiment scotchés à cette émission. Alors nous saluons donc tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde au travers donc de New World Economy dans cette émission consacrée à la jeunesse. Alors Gideon, nous traitons aujourd'hui d'un thème important. La semaine dernière, nous étions avec certains invités également sur ce plateau. Nous avons touché un tout petit peu les causes qui amènent aujourd'hui peut-être à confondre les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux comme peut-être un marché où chacun peut-être pourra arriver et faire tout ce qui lui semble bon. Et aujourd'hui, nous traitons d'un thème très très important, que faire face aux diffamations et atteintes à l'image sur le net. Alors, on va faire un peu de pédagogie sur ce plateau en commençant par expliquer dans un langage pas trop juridique ce que nous pouvons donc appeler par la diffamation. Bon, comme tu l'as dit, nous allons utiliser les expressions les plus communes à tout le monde. La part diffamation, on peut juste entendre toute déclaration, tout fait ou tout écrit qui a pour objectif de porter atteinte à une personne, à la dignité de cette personne. Et nous pouvons dire que ce peut être volontaire ou non, ce qui veut dire qu'on peut faire de la diffamation préméditée, où on peut procéder à de la diffamation sans savoir. Et ce n'est qu'après qu'on se rend compte qu'en fait, l'information qui a été véhiculée, elle est fausse. Donc, que ce soit volontaire ou non, le fait de véhiculer une information qui est fausse ou qui porte atteinte à la dignité d'une personne est susceptible d'être retenu comme un acte de diffamation. Est susceptible d'être retenu comme un acte de diffamation. Et à côté de la diffamation, nous parlons également de l'atteinte à l'image d'une personne. C'est vrai, on entend l'expression, beaucoup de personnes en parlent, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors, déjà dans l'expression image, nous pouvons tout de suite savoir ce que c'est que l'image. L'image, c'est une représentation graphique ou numérique de la personne. Et par principe, il y a ce qu'on appelle le droit d'image ou le droit à l'image. Ce qui veut dire que la numérisation de la personne fait que cette personne a le droit d'autoriser ou d'interdire le fait de véhiculer, de faire une utilisation quelconque de son image. Et donc, les atteintes au droit à l'image sont multiples, c'est-à-dire que des personnes qui voient leur image être en train d'être utilisée sans qu'ils n'aient donné leur consentement ou leur autorisation, ces faits constituent en fait des atteintes au droit à l'image d'une personne. Alors, Valère, il faut dire que plus précisément dans notre pays, ces derniers temps, on rencontre ces situations sur le net, et notamment aujourd'hui où TikTok est donc le moyen le plus simple pour plusieurs jeunes de pouvoir échanger entre eux, faire des affaires, etc. Où la question de la diffamation revient à plusieurs reprises. Oui, exactement. Vous savez très bien que quand on parle des réseaux sociaux, ce sont des outils qui nous permettent de nous affirmer, de partager nos connaissances, nos savoir-faire, de se divertir. Et nous savons très bien que la liberté d'expression est un droit au Togo, mais notre liberté s'arrête là où commence celle des autres, comme on le dit très souvent. Donc ces outils nous permettent, on a la facilité, tous ceux d'écrire ce que nous voulons, d'alimenter des lives, de créer des lives, de créer des publications
juste pour se faire, non? Aujourd'hui, avec le phénomène de buzz, tout le monde veut créer quelque chose, aller au-delà de ce qui est normal pour pouvoir susciter de l'intérêt, susciter des interactions. Ça fait que beaucoup de personnes sont amenées à créer, à écrire des choses juste pour susciter de l'intérêt. Et derrière beaucoup, c'est pour se faire de l'argent. Parce qu'on sait que lorsque je vais communiquer sur telle personne, je vais inventer telle histoire, je vais écrire telle chose qui choque. Parce que ce qui marche, surtout sur les réseaux sociaux, c'est ce qui choque. Et ça, tout de suite, ça se traîne. Ça se traîne et ça convertit beaucoup de followers. Donc, c'est très important aujourd'hui de revenir sur ces thèmes-là. Et comme Gédéon l'a dit, beaucoup le font dans l'ignorance totale. Parce que c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais on remarque quand même que beaucoup sont très, très ignorants de ces genres de situations. Donc, il est très important de rappeler, voilà, tu as ton téléphone, tu as un compte TikTok, Facebook, tu es libre de publier ce que tu veux, mais dans le respect des autres. Ne pas divulguer, autant pour moi, des informations qui vont porter atteinte à la réputation d'une personne. Parce que la réputation, on le dit très souvent, la réputation, pour construire une réputation, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de l'énergie. Et c'est difficile, c'est très amer de voir qu'un jour, tu te réveilles et c'est souvent ça tombe sur la tête. Tu te réveilles un beau jour, c'est peut-être un ami, un proche qui t'envoie une capture d'écran que voilà, on raconte telle chose sur toi et c'est assez aberrant. Donc c'est très important d'avoir ces genres de débats pour éclairer la lanterne et de nous permettre, nous jeunes surtout, quand on parle de la population togolaise et surtout de l'Afrique en général, la jeunesse est très prépondérante. Donc c'est très important, c'est nous qui partageons assez de temps sur les réseaux sociaux, de moyenne 6 heures de temps par jour sur les réseaux sociaux. Il est très important que ces thèmes soient vraiment élucidés, éclairés pour permettre à tout le monde d'utiliser de façon très responsable les réseaux sociaux. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les réseaux sociaux. Ça constitue un instrument d'éducation, de communication de masse assez très important et il faut l'utiliser avec en connaissant les rouillages, les tenants aboutissants. Voilà, merci. Super. Alors Gideon, est-ce qu'on peut également classer le dénigrement dans le couloir de la diffamation, où il y a une nuance? Le dénigrement est aussi une forme d'atteinte à la dignité humaine. Et bon, c'est vrai que le vocabulaire français a créé énormément de terminologie, mais en réalité, tout cela se rapproche à la même chose, c'est-à-dire porter atteinte à l'image et à la dignité d'une personne. Donc, que ce soit par dénigrement ou par diffamation, dans les faits, c'est pratiquement la même chose. La même chose. Ce sont les mêmes mécanismes qui sont mis en œuvre et qui permettent de porter atteinte à l'image ou à la dignité d'une personne. Alors, ce que nous remarquons véritablement sur le terrain et notamment sur ces réseaux sociaux, aujourd'hui, on se dit quand même que c'est un moyen pour se récréer, mais on réalise que c'est également un moyen que plusieurs utilisent pour faire des règlements de compte. Gideon, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui l'expliquer? Parce que le moyen le plus facile pour pouvoir attirer l'attention des gens et atteindre sévèrement quelqu'un, c'est peut-être l'exposer sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est le moyen, le canal que plusieurs utilisent aujourd'hui. Oui, c'est le moyen ou le canal régulièrement utilisé. Cela, c'est pour plusieurs raisons. Regardez en fait un peu l'audience que drainent les réseaux sociaux. Et ça n'exige par exemple pas une réelle mise en œuvre de moyens logistiques. Par exemple, il faut payer des abonnements télé pour pouvoir suivre certaines émissions. Donc, ce qui fait que par manque de moyens, les gens ne peuvent pas suivre certaines émissions. Par contre, quand nous prenons les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça coûte de souscrire à un forfait data, un forfait internet? A priori, c'est très accessible. Mais surtout quand on voit les heures à partir desquelles les auteurs de ces publications rentrent en jeu, ce sont des heures où on a des tarifs assez réduits pour l'accès aux données internet. Donc, comme tu l'as bien dit, c'est très facile d'accéder à plusieurs personnes au même moment et c'est malheureusement le moyen par lequel les gens passent pour porter atteinte aux gens. Alors très souvent, les auteurs de ces actes ont l'impression, ou en tout cas se mettent dans la tête que les réseaux sociaux c'est un monde différent du monde réel. Et pourtant,
Les réseaux sociaux ne sont qu'un prolongement de notre personnalité physique. Aujourd'hui, les infractions ou les actes répréhensibles que vous commettez sur les réseaux sociaux sont traités de la même façon que ce que vous faites en fait dans la vie réelle. Ah bon? Ouais. Oui, je suis étonné parce que je vous assure que plusieurs, en nous suivant dans cette émission, s'étonnent des fois, hein, quand on te convoque et on te met devant un fait accompli avec des faits, tu dis, mais mille et blé, les réseaux sociaux disent, en fait, c'est ce qui revient la plupart des temps. Mais malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent, comme tu l'as dit, enfin, je sais pas si c'est toi ou c'est Valère qui l'a dit, ça devient un outil indispensable. C'est carrément entré dans le vécu de l'homme. Et aujourd'hui, vos profils sont en réalité une répétition numérisée de qui vous êtes. Et quand vous voyez des gens qui, par exemple, sont des férus de la publication de leurs photos, ils publient quoi? C'est eux-mêmes. Ils publient ce qu'ils font. Ce peut être faux, d'accord? Ils peuvent peut-être créer toute une histoire. Et pourtant, en fait, tant qu'il y a leur personne physique sur cette photo, c'est très relié à leur vie réelle. Donc les gens, à tort, pensent que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux se limite aux réseaux sociaux. Malheureusement, non. Vous remarquerez même que au-delà des réseaux sociaux, il y a tout l'écosystème du numérique qui est encadré par des dispositions légales dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la loi sur la DPO, c'est-à-dire la loi sur la protection des données à caractère personnel, qui rend même l'État et même les personnes morales responsables de la protection des données qu'ils collectent auprès des gens. Ces données, ce peut être des données biométriques, photos, empreintes digitales et tout ça, ou encore ce peut être des informations personnelles qu'ils ont récupérées, que ce soit par soumission physique ou par soumission numérique. Donc, ce qui fait qu'en réalité, le numérique n'est pas véritablement loin de la vie réelle. Et quand on va aussi analyser un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux en introduction, tu as parlé du fait que c'est un moyen aussi pour les gens de faire des activités génératrices de revenus. Et aujourd'hui, quand on prend le marketing digital ou le commerce en ligne, on ne va pas me dire que l'argent que les gens gagnent dans le commerce en ligne, c'est de l'argent virtuel. C'est de l'argent qu'on convertit en argent, en monnaie fiduciaire. Donc, ce serait vraiment dommage pour quelqu'un de penser autant pour moi que tout ce qui se passe sur le numérique, sur les réseaux sociaux ou sur tout cet écosystème reste en fait sur cet écosystème. Pas du tout. Alors, Valère, je pose cette question tout de suite à Gideon parce que il y a de cela quelque temps, un jeune m'a abordé. Il a fait un commentaire sous la publication d'une autorité. Et bon, il a commenté, les gens commentaient, et il a également commenté. Et après, on l'a interpellé. Et il était très étonné en disant que, mais, bon, il est blé. En fait, les gens, c'est juste pour s'amuser. Et lui, il a dit, entre parenthèses, des bêtises. Et après, il est très étonné du fait qu'il a été interpellé pour ça. Mais là, donc on peut plus s'amuser, c'est ça en fait ce qu'il a posé, il a posé comme question. D'accord, s'amuser en portant en tête à la dignité, à la réputation d'une personne, ce n'est pas de l'amusement. Parce que peut-être de ton côté tu vois que c'est de l'amusement, mais si on se place du côté de l'autre personne, c'est carrément des dommages, c'est carrément tellement de conséquences, d'inconvénients. Donc aujourd'hui, il faut montrer aux gens. Parce qu'on entend, comme tu l'as dit, on entend beaucoup de jeunes qui se disent, voilà, je suis sur les réseaux sociaux juste pour m'amuser, juste pour me distraire. Mais les réseaux sociaux ne s'arrêtent pas juste aux distractions. Parce que quand toi tu viens, chaque personne vient sur les réseaux sociaux. Avec un objectif. Voilà. Peut-être pour toi, tu viens pour t'amuser, mais pour quelqu'un d'autre, c'est sa vie. En fait, c'est sa vie, c'est son avenir qui est là. La personne vient pour se construire, la personne vient pour dérouler, pour faire la communication sur son entreprise, pour se développer, construire une image pour un objectif peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, il faudrait que tous nous faisions extrêmement attention quand nous parlons de l'amusement. Dans l'amusement, on peut s'amuser, on peut se titiller, mais il faut savoir les mots qu'il faut placer justement. Parce que quand tu places un commentaire sous le post d'une personne avec des mots, pour toi c'est de l'amusement. Mais vu que la personne c'est une autorité, et vu que la personne, vous savez très bien que quand vous êtes une autorité, vous avez pris pour cible, vous avez des adversaires et qui voient en chaque opportunité une occasion, un moyen de vous attaquer.
Pour toi, c'est une petite blague que tu as lancée, mais tu peux voir une presse, voilà, un organe, voilà, Récupérer une personne récupérer cette information et en fait toute une histoire derrière, au point que tu ne peux pas imaginer. Donc, c'est également l'occasion pour nous de rappeler que les réseaux sociaux, ce n'est pas juste de l'amusement. Et comme Gédéon l'a dit tantôt, c'est vrai que des fois, quand on est sur le téléphone, on est par exemple à la maison, au salon, etc. On a comme l'impression que nous sommes dans un monde virtuel, non? Les réseaux sociaux sont tellement physiques, sont tellement vrais, que les répercussions sont directement, se font ressentir directement dans la vie réelle. Tu écris quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est toi te mettre derrière les barreaux de ce côté. Donc, c'est très important. Avant de placer un mot, avant de placer un commentaire, il faut réfléchir. Il faut se dire, est-ce que ce que j'écris, est-ce que mon commentaire, un simple commentaire peut te faire passer derrière les barreaux pour un bon moment. Donc, c'est le lieu de le rappeler. Merci. Alors, Gideon, aujourd'hui, on parle également donc des clashs organisés, des games, bon, comme on le dit également dans le jargon des blogueurs et tout ce qui va avec sur les réseaux sociaux, où les gens s'organisent, se parlent en amont pour définir un certain nombre de choses, pouvoir à se lancer des pics, comme on le dit souvent, dans l'optique de pouvoir attirer l'attention de plusieurs et de monétiser derrière. Et ce qu'on réalise, ce qu'on remarque la plupart des temps, c'est que, mine de rien, une de ces deux personnes peut finalement finir par se sentir blessée par certains propos et qui peut l'amener à vous jouer un sale tour. Et est-ce que je veux vraiment comprendre, quand c'est organisé, est-ce que déjà quand on parle de ces clashs qui se font sur les réseaux sociaux, à quel moment cela peut être préjudiciable? Bien, je vais utiliser un exemple concret physique. D'accord. Après, nous irons sur le virtuel. Ok. Vous avez déjà suivi plusieurs fois des matchs de football qui ont dégénéré? Si. Et pourtant, les parties s'étaient entendues pour que ce ne soit qu'un jeu. Il faut comprendre que c'est humain, que nous ne parvenions pas à trouver les limites à un certain moment de ce que, pour autant, nous avons réfléchi à l'avance et nous avons défini quelque peu les contours. Dans le virtuel, le problème, c'est que nous invitons des personnes, même que nous ne connaissons pas, à intervenir dans une entente que nous avons entre nous. Et le souci, c'est que les réseaux sociaux permettent une facilité de transmission ou d'appropriation d'une image ou d'une affaire qui n'est pourtant pas la nôtre. Si aujourd'hui vous êtes en conflit avec quelqu'un, on va appeler ça dans la vie réelle, peut-être ça restera entre vous deux ou peut-être avec les personnes qui sont juste autour de vous. Mais sur les réseaux sociaux, ces conflits, même s'ils sont arrangés, touchent des personnes qui en réalité ne vous connaissent pas ou que vous ne connaissez pas. Et le malheur, c'est que cette audience de personnes que vous ne maîtrisez pas sur le champ peut comporter des personnes qui vous en veulent ou qui ont pour objectif de vous détruire ou de vous nuire, peut-être par rapport à une concurrence que vous aviez oubliée. Dans cette situation, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de subir en fait quelque chose que vous avez malheureusement offert aux gens d'utiliser contre vous. Aujourd'hui, nous sommes dans une période électorale sous les cieux occidentaux. Et demain, il y aura les élections législatives en France. Et hier, il y a eu le débat, hier ou avant-hier, il y a eu les débats entre les deux candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis. Prêtez un peu attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux autour des élections. La période des élections constitue une période vraiment charnière au cours desquelles votre image est utilisée contre vous, et cela au bon gré des personnes qui sont vos adversaires. Aujourd'hui, on peut créer une image avec l'intelligence artificielle qui va vous nuire. On crée des histoires tellement bien conçues qu'on ne parviendrait même pas à douter de la crédibilité ou de la véracité de cette affaire. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où c'est lâché, tenant compte de la crédibilité de la personne qui véhicule cette information, tout de suite on se dit c'est une information réelle. Avant même d'avoir procédé aux vérifications, cette information a été dispersée, diffusée, et ça a entraîné peut-être des tendances pour ou contre vous. Maintenant,
si malgré toutes ces informations, malgré la connaissance de toutes ces conséquences, les gens continuent pas à croire qu'on peut créer des conflits arrangés, je ne sais pas combien l'on gagne et qui puisse prendre le dessus sur notre dignité ou sur notre sécurité, c'est peut-être un peu dommage. C'est vraiment dommage. C'est peut-être un peu dommage. Valère, ce que nous voyons aujourd'hui, hein, là, on va peut-être revenir chez nous, dans notre pays et de nos frères que ce soit au Togo ou encore à l'étranger, c'est qu'on a aussi l'impression qu'on peut gagner en termes de notoriété en essayant de salir un tout petit peu l'image d'une personne qui a peut-être un niveau élevé en termes de notoriété que nous, ou peut-être qu'on peut jouer sur lui, et on met ça également sous le coup donc de ce que nous appelons par le game. Exactement. Je dirais même que c'est un raccourci pour d'autres. Pour se faire un nom. Voilà, pour accroître leur notoriété, leur visibilité, et gagner en audience surtout. Parce que tout de suite, tu sors, tu n'es peut-être pas trop connu que ça. Tu t'attaques à une personne qui a plus de 100 millions d'abonnés. Facilement, tu bénéficies de son audience, parce que tout le monde va vouloir tout de suite voir c'est quoi l'issue de cette affaire. Ça fait que beaucoup de personnes, pour pouvoir avoir des objectifs, gagner en audience, facilement arrivent à inventer des histoires, ou bien soit à revenir sur une histoire particulière d'une autorité, d'une star, et pour l'attaquer. Et il faut le dire, comme tu l'as dit, ici au Togo, ça marche très bien. On est en train même de suivre certains feuilletons depuis quelques semaines. Moment. Et vous voyez combien ça draine. Ça draine, les gens sont là. Et c'est toutes les discussions tournent autour de ça, des clashs qui continuent, des histoires qui sortent. Et vraiment, c'est pas bien. C'est pas vrai. Il faut des choses. C'est des choses à condamner. C'est des choses qui ne rentrent pas vraiment dans notre avantage. J'ai donc là tantôt dit, qu'est-ce que vous pouvez gagner qui va au-delà de la dignité humaine? C'est vrai, vous pouvez gagner quelques millions. Mais Valère, on va te dire que quand on a faim ou quand on veut vraiment se faire une place sous le soleil, tous les moyens sont bons. Et pas tous les moyens, parce qu'il y a certains moyens qui vont te conduire derrière le barreau, comme on l'assiste très souvent. Quand on veut atteindre un objectif, il faut définir une stratégie, mais une stratégie qui ne porte pas atteinte aux autres. Une stratégie qui te permet d'atteindre tes objectifs tout en respectant les autres. C'est très important. Super. Alors, Gideon, ce qui me fait sourire, c'est que certains se disent, par exemple, que moi, je suis au Togo. La personne, je donne juste un exemple, la personne est en France. La personne est dans un autre pays, on est très loin. Je ne vois pas comment est-ce que cette personne peut finalement arriver à m'atteindre, parce que j'estime que je suis peut-être protégé par les lois de mon pays. Et je prends du plaisir à diffamer cette personne ou à faire du nom de cette personne de l'argent derrière, on peut le dire ainsi. Avant de répondre à ta question, permette que j'ajoute un peu à ce que Valère a apporté. Alors, beaucoup de personnes pensent que c'est de la blague ou c'est de l'abus quand on dit qu'on peut être poursuivi pour avoir commis des infractions sur le monde du numérique. Permettez que je vous lise mot pour mot ce qui est prévu par le Code pénal togolais. Super. Je vais lire en son article 290. Le thème, c'est des atteintes à l'honneur. Je vous lis mot pour mot. Toute personne qui publiquement, par quelque procédé de communication que ce soit, impute à autrui un fait de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation, commet une infraction de diffamation, écoutez très bien, et est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 à 6 mois avec sursis et une amende de 500 000 francs à 2 millions de francs CFA pour l'une des peines prescrites plus haut. L'article 291 rajoute la publication directe ou par voie de reproduction d'une allégation ou imputation qualifiée de diffamation est punie d'une peine d'emprisonnement allant d'1 à 6 mois avec sursis et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA pour l'une de ces peines. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le législateur ne fait pas de distinction sur là où l'infraction de diffamation a été commise. Exact. Mais attention, elle rajoute que par tout procédé de communication que ce soit. Ce qui veut dire que vous soyez sur les réseaux sociaux ou sur un média traditionnel, l'infraction de diffamation est l'infraction de diffamation. Et vous serez puni de la même façon que quelqu'un qui a produit de la diffamation réelle.
Waouh. Si cela peut servir à nos amis qui utilisent les réseaux sociaux et qui pensent que les réseaux sociaux constituent en fait une bulle qui les protège des poursuites, malheureusement non. Et aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs en font les frais. Ils sont surpris qu'un matin, les forces de l'ordre débarquent chez eux et leur tendent une convocation selon qu'ils ont attaqué quelqu'un sur un réseau social. Aujourd'hui, vous savez que quel que soit l'endroit où vous procédez à un acte de diffamation, vous pourrez être poursuivi et vous allez forcément exécuter la peine. Maintenant, sur la question que tu as posée, est-ce que la situation géographique d'une personne la protège des poursuites? Malheureusement, non. Que ce soit au Togo, que ce soit en France, que ce soit au Canada, il y a des lois qui protègent l'honneur, la dignité, mais également l'atteinte à l'image et à la protection d'une personne. En droit, il existe ce qu'on appelle la procédure et généralement, on adresse une plainte au domicile du défendeur, de ce qu'on appelle le défendeur. Okay. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si moi je porte plainte contre vous, la plainte elle est adressée à votre domicile. Pas moi quand même. Bon, c'est une façon de dire. Juste pour sourire, allons-y. Donc, ce qui veut dire que même si vous êtes au Canada, on va porter plainte contre vous. La plainte sera adressée au Canada. Maintenant, il peut se poser un problème au niveau de l'exécution de la peine. Parce que le tribunal togolais peut prononcer une peine, mais qui ne peut être exécutée qu'au Togo. Donc, ce qui peut faire que les gens vont penser qu'ils ont un sursis d'exécution de la peine. Mais le problème, c'est que vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que une peine qui est prononcée contre vous, quelle que soit la situation où vous vous trouvez, vous êtes en obligation d'exécuter cette peine. Ce qui veut dire que vous vous privez vous-même de revenir sur le territoire togolais un jour. Parce qu'à partir du moment où vous mettrez le pied sur le territoire togolais, vous serez obligé d'exécuter la peine qui est prononcée contre vous. Donc, pour ceux qui pensent que la distance les épargne de respecter la loi, c'est possible parce que dans les faits, ils ne seront pas amenés à exécuter la peine sur place. Mais le problème, c'est qu'il se crée un problème beaucoup plus important. Et donc, le meilleur moyen d'éviter tout cela, c'est de faire parler la maîtrise de soi et de respecter en fait les limites à la liberté d'expression. Respecter donc les limites à la liberté d'expression, que faire face aux diffamations et aux atteintes à l'image sur le net et notamment aujourd'hui sur TikTok. Nous en parlons avec Gideon que nous avons donc sur ce plateau, et également avec donc Valère. Valère, je reviens encore une fois à toi. L'autre défi que nous rencontrons aujourd'hui, beaucoup plus sur ces réseaux et également au-delà donc de la diffamation, c'est que des fois on partage des fausses informations. Et je vois quelque chose, des fois on ne prend pas le temps de vérifier, mais tout de suite on partage l'information. Est-ce que cela peut nous être également préjudiciable? Le phénomène de mimer tcha quoi. C'est très... et la plupart des temps, c'est les fausses informations qui passent très vite. Exactement. Vous savez, sur les réseaux sociaux, les choses vont très vite. Ça fait que beaucoup, quand ils reçoivent certaines informations, ils balancent tout de suite. Ils relèvent sans réfléchir. Sans vérifier. Et c'est très important, il faut encore le rappeler. Quand tu reçois une information, repartager maintenant revient à c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Parce que tu relais l'information, tu as aussi ta communauté. Même si tu n'es pas conscient en fait tu n'as pas vérifié l'information avant de partager, c'est bien ça? Oui, c'est pourquoi c'est très important même de vérifier. Parce que tu ne peux pas relayer quelque chose que tu n'as pas vérifié. Wow. C'est très important, il faut le dire. Parce que tu reçois l'information, tu ne sais pas si l'information est vraie, l'information est fausse, tu relais. Ça veut dire quoi? Si c'est une information frauduleuse, tu induis les autres en erreur. Et ce qui est le truc, c'est que souvent, quand par exemple, Coco, tu m'envoies une information, le fait que j'ai confiance en toi influe sur l'information. Il y a une information que je peux recevoir venant d'une personne, d'un inconnu, qui me je fait vais douter. tout de suite douter de cela. Mais comme ça vient de Coco, je dis Coco, je le connais très bien, c'est quelqu'un de fiable, il ne peut jamais m'envoyer une information frauduleuse. Tout de suite, je crois en cette information et je peux relayer. Donc c'est pourquoi c'est tellement important lorsqu'on reçoit une information de vérifier. Ça, on pêche vraiment là-dessus. On reçoit une information, on n'a même pas le temps. On republie, on partage dans les groupes.
etc. Alors que si cette information, il s'avère que cette information est frauduleuse, bien par rapport au lien, à un lien que l'information contient, a permis à certaines personnes d'être escroquées et tout ça, on peut aussi t'interpeller parce que tu as été le canal par lequel cette information a atterri chez cette personne. Donc, vigilance, on n'est pas obligé de relayer une information dont on n'est pas sûr. Tu atterris sur une information dont tu n'as pas forcément confiance, arrête, ne relaie pas. Ça se fait très très vite. Vous allez voir dans le groupe WhatsApp, tout de suite tu vas recevoir une information que telle institution financière accorde à un tel montant à toute personne qui vont cliquer un lien, à toute personne qui vont faire une action précise. Et c'est des moyens très faciles parce qu'on vous promet en même temps, ça engage une petite action, mais derrière c'est un gros avantage. Ça fait que beaucoup de personnes étant à l'affût des opportunités, à l'affût du gain facile, sans vraiment chercher, sans vraiment douter, vont tout de suite cliquer ou bien repartager sur les réseaux sociaux. En tout cas, je nous exhorte à faire un truc, douter de tout. Le doute cartésien prend tout son sens. Doutons de tout. Chaque information que nous recevons, prenons le temps, même si c'est 1 minute, d'aller vérifier. Tu reçois une information. Et cette parole également, c'est à tout le monde, dans les jeunes, les mamans, les papas, tout le monde. C'est très important. Tu reçois une information. Par exemple, l'ambassade des États-Unis offre tant. L'information est mirobolante. Il faut juste aller checker. Aujourd'hui, l'ambassade on a des pages sur Facebook. Toute institution se ruse à maintenant des comptes sociaux. Il faut juste aller sur la page, checker, voir est-ce que vraiment cette information provient. Voilà, là un peu lance telle opportunité pour recruter avec des options tellement juteuses et mirobolantes. Ça fait que beaucoup de personnes étant dans des besoins, et je pense que c'est ce que mangent les arnaqueurs aujourd'hui. Exactement. On vous propose vraiment c'est une proposition mirobolante, intéressante, tellement fascinante que tu te dis, voilà, c'est l'opportunité du siècle, mais ce que tu ignores, c'est toi que la personne vise. Donc, c'est très important de douter de tout et de toutes choses sur les réseaux sociaux. Avant certainement peut-être de revenir à Gideon et de savoir peut-être si la loi en dit quelque chose également sur donc ce sujet. Valère, ça me rappelle également, il y a de cela quelques semaines, quand un des humoristes togolais, je veux nommer le jeune Toto, qui se lève un jour et puis sur les réseaux sociaux, il voit son image, on dit Toto est décédé. Et il se fait que c'est un jeune qui, ce matin, s'est levé et a juste cherché du buzz, a mobilisé des gens sur ses comptes. Et puis, il est parti, peut-être c'est un graphiste. Et puis, avec un schéma, avec l'image de la personne, rapidement, il a balancé la mort de la personne. Et bizarrement, à la fin, il a été retrouvé. Ce jeune a été retrouvé et heureusement que cela l'a pas vraiment coûté la prison. Et je pense que c'est quand même une occasion d'interpeller véritablement la jeunesse à faire attention. On ne s'amuse pas avec tout. C'est bien ça, Valère? C'est très important. On ne s'amuse pas avec tout. Et surtout quand vous voulez engager l'image d'une personne. Des fois, on ne se rend pas compte de la véracité et de la dangerosité. Quand vous diffusez l'information sur une personne. Aujourd'hui, les réseaux sociaux n'ont pas de limite. Si tu parles d'une personne c'est dans un cadre à la maison, c'est dans un cadre restreint, on peut comprendre. Mais quand on parle d'information va à une vitesse de lumière. Ce que tu dis aujourd'hui à Lomé, ça ne prend même pas de temps que cette information retentisse en France, aux États-Unis. Ça veut dire que tout ce que nous allons dire sur les réseaux sociaux ont une importance capitale, très capitale. Et c'est pourquoi c'est important de ne pas utiliser les réseaux sociaux comme de l'amusement. Tu t'amuses, les barreaux ne vont pas s'amuser avec toi. Super. Alors Gideon, d'abord, est-ce qu'aujourd'hui partager de fausses informations est punissable par la loi togolaise? Ça te fait sourire déjà et Dieu seul sait la réponse qui est derrière. Mais au-delà de ça, j'aimerais également savoir, aujourd'hui, beaucoup de jeunes pêchent à vouloir exprimer leur opinion sur des sujets, que ce soit des sujets de société également, mais malheureusement en attaquant l'autorité, peut-être en glissant des paroles
qui sont véritablement des paroles reprochables. Et à la fin, on a vu il y a de cela quelques mois nos deux frères qui se sont retrouvés, heureusement pas derrière les barreaux, mais interpellés et jugés dans notre pays. Quelque part, on dit ah là, wow. C'est des jeunes, ils ont envie vraiment d'exprimer ce qu'ils sont dans le tréfonds de leur cœur. Ils veulent participer à la dynamisation de leur pays et contribuer au développement de leur pays en interpellant l'autorité sur les faits, voilà, dont ils ne sont pas forcément d'accord. Mais apparemment, ça aussi, il faut regarder ça avec, je ne sais pas, avec des pincettes ouvertes. Il faut toucher ça avec des pincettes. Pour la première question, est-ce que la divulgation d'informations dont on n'est pas auteur est sanctionnée, c'est-à-dire que est-ce que en tant que relayeur d'une information de diffamation, nous pouvons être poursuivis? L'article 291 du Code pénal togolais répond. De façon claire. C'était tellement clair. Mot par mot. Je vais lire et puis vous allez comprendre. Super, allons-y. La publication directe ou par voie de reproduction d'une allégation excusez-moi, je relis. La publication directe ou par voie de reproduction d'une allégation ou imputation qualifiée de diffamation est punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 6 mois avec sursis. Wow. Et d'une amende de 500 000 à 2 millions. Encore avec une amende, hein? Ce qui veut dire que la reproduction ou le relais est puni de la même façon que la production initiale. Mais Gideon, quand on parle de la reproduction, je voudrais vraiment être sûr que je comprends réellement. Lorsque, par exemple, il y a de cela également 2 semaines, j'essaie d'aller sur des faits que nous vivons au quotidien pour permettre à nos téléspectateurs de nous suivre, de comprendre le fond de l'analyse que nous sommes en train de faire sur ce plateau. Il y a de cela 2 semaines où le chef de l'État était à l'extérieur du pays et a fait une déclaration. Et on a vu tout de suite qu'une partie de la déclaration a été coupée et qui a été tout de suite mise sur les réseaux sociaux et ça a été vraiment propulsé à un niveau très élevé. Mais lorsqu'on reprend l'initiale de la communication faite par le chef de l'État et qu'on suit la logique, peut-être la logique a tout son sens. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce que couper une partie de la publication d'une personne et publier peut faire objet aussi de la reproduction? Cela est une reproduction, c'est une forme de reproduction. Mais écoutez, quel est l'objectif caché derrière le fait qu'on coupe une partie d'une vidéo? Nous avons la vidéo entière, mais on coupe une partie de la vidéo. Bon, TikTok ne prend pas la vidéo entière. Oui, ce n'est pas faux. Par exemple. Mais pourquoi ce n'est que cette partie de la vidéo? Mais surtout, qu'est-ce qui se passe? Il y a des messages qui constituent en fait des légendes qui accompagnent généralement la vidéo. L'objectif derrière cela, c'est de déformer le sens de l'information qui est véhiculée. Laissons TikTok. Supposons que ce soit un organe de presse qui fait cela. Quelle sera la sanction? La sanction sera directe. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas respecté l'obligation de... Les règles de la déontologie. Je crois que le code de la presse a... à leur propre... Ils ont des textes qui organisent en fait l'obligation de vérifier la source de l'information avant divulgation. Ok. Alors les gens pensent que les réseaux sociaux font d'eux des leaders d'opinion. Ça fait d'eux des journalistes, mais sans pourtant être accompagné de la responsabilité journalistique. Donc, quand vous prenez une vidéo, en tout cas quelle qu'elle soit, et dans l'objectif de déformer l'information et de la véhiculer, vous êtes dans le cas de la reproduction indirecte. Parce que la production indirecte est faite par la source, vous êtes dans une reproduction indirecte. Mais surtout, quand vous travaillez pour déformer l'information, vous devenez automatiquement auteur d'une fausse information. Super. Et donc, vous aurez fait un acte de diffamation. Parce que vous êtes en train de faire croire que l'auteur de la vidéo a dit une chose qui, en vérité, il n'a pas dite. Et peut-être, pour revenir en fait à la question initiale, celle de savoir si le fait de reposter une information qui est fausse est dangereux. C'est punissable, par la loi. Je vais peut-être te faire sourire, mais le 3 avril, toi et moi, nous avions eu une discussion alors que on avait parlé du report des élections législatives. Exactement. Et j'avais mis ça sur mon statut et la première réaction que tu as eue, c'est est-ce que cette information, elle est vérifiée? Il y a ces formes d'informations qui présentent un caractère tellement solennel et tellement important qu'on ne peut pas se permettre de les relayer sans être sûr
que cette information, elle est réelle. Et c'est pour moi l'occasion d'en appeler à tous les utilisateurs des réseaux sociaux qu'ils ont en fait une responsabilité importante. Parce que tout de suite, quand une personne qui est peut-être un de tes followers, un de tes abonnés sur les comptes, voit une information, lui ne cherche pas à savoir quelle est l'origine de l'information. Automatiquement, tu deviens le producteur de cette information à leurs yeux. Donc, ce qui veut dire qu'au moment où cette information s'avère être fausse, vous êtes l'auteur d'une publication de fausses informations. Voilà pourquoi dans le code, vous êtes auteur en tout cas, vous êtes responsable au même titre que l'auteur principal de cette information. Donc, il faut véritablement faire attention et dire que attention, au jeu de la loi, vous êtes responsable au même titre que l'auteur principal de cette information. Super. Alors, nous allons répondre à Valet très rapidement à la question fondamentale du jour. Et en deuxième partie, donc, je rappelle que nous avons le privilège d'avoir donc avec nous aujourd'hui une charmante dame que je me réserve encore de savourer la présence de cette personne, le temps de vous la présenter dans les minutes qui seront dans notre partie invitée de cette merveilleuse émission que nous proposons donc à toute la jeunesse africaine au travers de New World. Alors Valère, je reviens à toi. Que faire face? Comment faire face aux diffamations? Comment faire face aux atteintes à l'image, à l'honneur sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut répondre quand ça vient via les réseaux sociaux? Parce que c'est peut-être mon honneur qui est en jeu. Est-ce qu'il faut répondre par le moyen par lequel l'information est venue ou carrément il faut laisser tomber? Deuxième option, ou il faut aller vers les autorités judiciaires pour régler cette situation. Que faire? D'accord. Surtout quand on est diffamé, le réflexe devrait être de garder l'objet de diffamation. Quand on est diffamé, l'élément de diffamation doit être sauvegardé. Tu tombes sur une vidéo sur TikTok où tu es diffamé. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Ça fait sourire, hein, vas-y. Il faut faire la capture d'écran parce que les preuves, on peut retirer. Une personne peut produire une information et dans les minutes qui suivent, cette personne peut retirer l'information. Donc, le réflexe devrait être de garder la preuve. C'est très important. Maintenant, je parle sous réserve du juriste. Le droit nous donne la possibilité d'apporter aussi une réponse sur les réseaux sociaux. On peut apporter une réponse à cette personne. Et maintenant, autre chose, c'est de se diriger vers l'autorité judiciaire. Parce que, voilà, ces cas de figure sont prévus par la loi. Et il faut traiter ces genres de situations également par la loi. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Que faire? Quand on se retrouve dans une situation de diffamation, tout le monde en parle, les gens t'appellent par ici, par là. J'ai vu ton image par ici, on a dit ceci à ton sujet et tout. Et c'est peut-être des fois, c'est des connaissances, des personnes proches qui diffament. Que faut-il faire dans de telles situations pour ne pas aussi tomber sous le coup de la loi en retour? Alors, c'est bien si des gens connaissent l'auteur de ces dires, de ces propos diffamatoires. On porte plainte contre cette personne. C'est tout à fait simple. C'est tout à fait simple. Hein? Oui, c'est tout à fait simple. Peut-être si c'est une personne proche, une personne où les gens vont dire que est-ce que vous ne pouvez pas régler ça à l'amiable? C'est la famille, nous sommes tous des Togolais, nous sommes des Africains, tout ce qui va avec. Et en Afrique, il faut gérer les choses entre nous, en famille. Pourquoi enfermer son frère? Je suis pour la protection de l'honneur et de la dignité des frères. Mais est-ce que ce frère a protégé ton honneur et ta dignité à toi? Ça reste. En tout cas, moi, je dis ce que la loi autorise et recommande de faire. Maintenant, on peut ne pas vouloir tout le temps recourir à la loi, mais le problème c'est que supposons que dans un État nous connaissons des cas de fratricide, c'est-à-dire que des frères qui tuent leurs frères, et à chaque fois on dit non, on va gérer ça en famille. Comment cet État sera? Nous créerons une ambiance insécure pour la population. Parce qu'en fait, l'auteur d'un acte qu'on ne met pas face à sa responsabilité est amené à continuer. Il y a même un adage éveillé qui dit donc on peut dire oui, c'est encore dans notre langage. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, une personne qui ne parvient pas,
nous l'avions même dit, des fois, ce sont des personnes qui, par ignorance, commettent en fait ces actions. Donc, il faut véritablement les mettre devant leurs responsabilités. Maintenant, si c'est dans le cas de la famille, bon, vous pourrez choisir de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Mais attention, notons que l'État a le droit, quand l'ordre public est en jeu, de s'auto-saisir d'une affaire de diffamation, même si elle engage des personnes physiques. Donc, ce qui veut dire qu'un matin, vous pourrez avoir affaire à l'État pour un acte que vous avez pourtant commis à l'égard d'une personne. Et que la personne n'a pas réagi. La personne peut ne pas avoir réagi. Wow. Il y a ce qu'on appelle le ministère public, c'est le procureur. Le rôle du procureur, c'est quoi? Bon. C'est de défendre les intérêts de l'État. Wow. Donc, à partir du moment où on parvient à démontrer que votre action de diffamation, bien qu'elle ait tourné à l'égard d'une personne physique, a entraîné une atteinte à l'ordre public, vous pourrez vous retrouver face à un accusateur qui est l'État. Super. Et je vais peut-être utiliser... c'est peut-être anecdotique, je vais utiliser un exemple qui va peut-être faire réagir tout le monde. Il y a ce qu'on appelle les astuces de grand-mère que nous voyons par-ci, par-là sur les réseaux sociaux. Supposons qu'une astuce de grand-mère s'avère ne pas être efficace ou en tout cas s'en va jusqu'à créer la mort d'une personne. Vous qui êtes l'auteur de l'astuce, vous avez peut-être provoqué la mort d'une personne. Donc, indirectement, vous êtes responsable de la mort de cette personne. Wow. Vous qui avez relayé cette astuce, quel sera le sort de quelqu'un qui utilisera cette astuce dont vous n'êtes qu'un relayeur? La mort. Donc, que vous soyez auteur ou que vous soyez co-auteur, la conséquence, elle est la même. Donc, faisons très attention quand nous pensons que nous ne faisons que du relais ou de la reprise. En tout cas, autant faire que se peut, faisons tout pour que toute information que nous communiquons soit véritablement vraie. Gideon, Valère, j'aurais bien aimé à ce que nous puissions continuer. On pourra faire 2 heures, 3 heures de temps à parler donc de ce thème et à continuer par réveiller, interpeller nos compatriotes, beaucoup plus ceux qui utilisent ces réseaux sociaux. Mais je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui et nous aurons donc l'occasion de revenir sur également sur donc à ces questions dans d'autres émissions. C'est également pour moi l'occasion de saluer au passage certains blogueurs, certains stars à débailleurs que nous saluons, notre star à débailleurs que nous saluons au passage, Aristo également que nous pouvons saluer et tous les autres qui d'une manière ou d'une autre contribuent à dynamiser la vie sur les réseaux sociaux. Mais faisons très très attention pour ne pas tomber sous le coup de la loi qui pourra donc nous coûter plus que nous pouvons donc l'imaginer. C'est sur ces mots que nous mettons fin à la toute première partie de cette émission en invitant notre hôte du jour, une personnalité, je vais le dire ainsi, vous allez la découvrir tout à l'heure dans toute sa splendeur avec tout ce qu'elle a partagé avec nous sur ce plateau. À tout à l'heure.
Nous recevons pour vous dans la seconde partie donc de cette émission Keke et Adjoto Simone Fafa. Elle est capitaine au long cours, de la marine marchande. Un grand plaisir pour nous de l'avoir donc sur ce plateau. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va bien et vous? Oui, ça va également bien. Au-delà du fait que vous êtes notre capitaine sur le plateau, vous êtes également charmante. Merci. Alors, Gideon et Valère, vous allez donc m'aider à passer un moment avec elle. Nous allons savoir davantage sur elle, sur tout ce qu'elle fait, sur tout ce qu'elle a déjà eu à faire et également sur les perspectives d'avenir. Alors, ma toute première question pour vous, au-delà donc du nom, au-delà donc du fait que nous vous connaissons peut-être comme capitaine, et qui est Keke? Keke, je dirais simplement, je suis Keke Fafa, j'ai 28 ans. Je suis l'heureuse maman d'un petit garçon. Je suis togolaise et je suis la première femme capitaine au long cours de la marine marchande au Togo. Alors, quand on parle de capitaine au long cours de la marine, c'est ça? Marine marchande. Ça fait beaucoup de choses pour nous les novices. On va aller tranquillement et on va expliquer tout ça là déjà à nos téléspectateurs. Déjà, quand on commence par parler de capitaine, est-ce que c'est capitaine de l'armée? Capitaine de l'armée est différent de capitaine marine? Dites-nous un peu. Bon, si on veut décortiquer, on va dire que il y a 4 branches dans la marine. Il y a la marine nationale que tout le monde connaît un peu, les navies. Il y a la marine marchande qui est du côté commercial, c'est-à-dire tout ce qui travaille à bord des navires commerciaux comme les navires de croisière, les navires qui transportent les conteneurs, les navires gaziers, les navires pétroliers, les navires qui font des recherches océanographiques, les navires de service. Et il y a la marine de pêche qui eux spécialement font la pêche. Et puis, donc disons, c'est ces classifications-là qu'il y a. Alors, les 4 classifications. Oui. Alors, donc, vous êtes particulièrement... au niveau de la marine marchande. Au niveau de la marine. Et au niveau de la marine marchande, à bord, nous avons différents départements. Okay. Donc, il y a le département de la passerelle, il y a le département de la machine et il y a le département d'aide. Donc, au niveau du département de la passerelle, on va trouver les officiers, on va trouver le cadet, on va trouver le lieutenant, le capitaine, le commandant. Ça dépend de la taille du navire. Ensuite, au niveau de la machine, on va trouver le chef mécanicien, son second, le cadet, le graisseur. Et au niveau du pont, on va trouver tout ce qui est bosco, matelot. Et le service d'aide, on aura les cuisiniers, donc l'aide cuisinier, les waiters pour faire le ménage. Donc ça dépend de la taille du navire, mais c'est ces grands départements que nous avons à bord. Alors pour mon grand-père, peut-être qui nous suit dans cette émission, est-ce qu'on pourra dire en français facile que vous êtes capitaine sur bateau? Oui, on peut dire ça en français facile. En français, capitaine sur bateau. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Et quand je prends le temps d'y réfléchir seul, je me suis posé cette question hier, avant-hier, mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'avoir sur ce plateau. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix de carrière? Disons en premier qu'il y a eu mon père. Okay. À la base, il voulait que je fasse forcément un truc militaire. J'ai jamais compris pourquoi. Est-ce qu'il a été militaire lui-même? Non, même pas. Mais il voulait juste que je fasse un truc militaire. Il n'a jamais su expliquer pourquoi. Juste quand j'ai eu le bac, il disait qu'il fallait que je fasse un truc militaire. Il m'a proposé IFOFAD, la marine militaire, et comment l'appelle-t-on, la médecine militaire et tout. Mais moi, franchement, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai d'abord fait l'agroéconomie. Okay. J'ai fait 2 ans au campus, mais sans soutien de sa part parce qu'il voulait franchement que je fasse un truc militaire. C'est dans les recherches que j'ai trouvé la marine et le côté marine marchande, qui lui n'est pas complètement militaire mais paramilitaire. Okay. Et puis j'ai vu la tenue, elle était vraiment jolie, ça m'a accroché et j'ai appris qu'il y avait assez d'argent là-bas. Une très bonne raison pour moi d'y aller. Qui t'a motivé? Oui. Et une fois là-bas, il y a la passion qui a pris le dessus et j'ai continué. Alors je comprends que tout de suite, si t'es pas la passion, mais la passion a pris le dessus par la suite. Franchement, elle a pris le dessus parce que le domaine maritime, surtout la marine marchande, il faut aimer pour le faire. Une petite anecdote, c'est lors de ma première traversée, j'avais eu le mal de mer. On va encore s'arrêter là et expliquer à ma grand-maman à la maison le mal de mer, c'est ça? Oui. C'est quoi en fait? Bon, je dirais que ça ne s'explique pas.
puisque ça se vit de différentes manières chez chacun. Pour certains, Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous sommes sur la mer là. Oui. Donc vous devez comprendre, on est sur la mer. Alors, Ok, on est sur la mer, ça s'explique parce que pour certains c'est la nausée, pour d'autres c'est un sentiment d'inconfort ou peut-être la diarrhée ou le manque d'appétit ou parfois ça te fait chipper un palu ou un mot de tête. Ça se manifeste de différentes façons chez tout un chacun. Et moi personnellement c'était vraiment horrible pour ma première traversée. Je me disais que quand on arrive au port, si seulement c'était quelqu'un qui m'avait choisi cette filière, je prends mon volet, je rentre chez moi. Mais finalement, puisque c'est moi-même et j'avais déjà signé un contrat, je me suis dit, bon, une fois au port, je vais m'étaler sur le sol ferme et dire ouf. Donc, bon, je m'étais résolue à ça et j'ai continué. Donc, disons, si tu n'aimes pas le métier, tu ne pourras pas le faire, franchement. si tu n'aimes pas le métier, tu ne pourras pas le faire. Certainement, les autres auront également des questions pour toi. Mais j'ai bien envie de te poser également cette question. Et quel est donc le process? Quelle est la formation, le processus qui t'a conduit aujourd'hui au grade que tu portes, au grade de capitaine? Ok, je dirais c'est la formation. Déjà, pour la phase théorique, j'ai commencé à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Déjà après le bac? Après le bac, j'ai d'abord fait 2 ans à l'université avant d'obtenir une bourse, parce qu'il faut dire que les études maritimes coûtent excessivement cher. Donc j'ai eu le soutien du gouvernement togolais qui m'a octroyé une bourse avec laquelle je suis allée à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer à Abidjan. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait 3 années de cours là-bas où j'ai obtenu le diplôme de lieutenant au long cours. Donc avec ce diplôme maintenant, j'ai enchaîné avec la phase pratique que j'ai eu à faire à bord d'un navire à passagers et à bord de certains remorqueurs au niveau de port autonome de Lomé. Ensuite, je suis retournée pour la pratique, pour l'application à l'ISEM, l'Institut supérieur des études maritimes au Maroc à Casablanca, d'où je suis sortie avec un diplôme de capitaine au long cours. Et donc c'est avec ce diplôme que j'exerce depuis 2 ans déjà auprès d'une compagnie privée, GeoG Trading Company au Togo ici. Valère, Gideon également, je crois qu'on apprend beaucoup au travers donc de l'intervention donc de Kéké sur ce plateau, et ça fait vraiment plaisir de réaliser une dame qui fait aujourd'hui l'exception dans le domaine de la marine dans notre pays, le Togo. Je ne sais pas si vous avez des questions pour lui. Valère. D'accord, déjà moi je tiens à vous féliciter parce que c'est un parcours incroyable. Ma toute première question serait de savoir comment est-ce que vous avez su gérer, parce que je ne sais pas, dans le cursus, est-ce que vous avez eu pas mal de filles, de collègues, de camarades filles, ou bien vous étiez pratiquement la seule? Comment est-ce que vous avez parmi les hommes? Voilà, parce que sur ce domaine, on est habitué à voir les hommes. Quand on parle de capitaine, déjà l'image qui vient à l'esprit, c'est un homme avec son chapeau. Là, on voit une dame. Comment est-ce que vous avez pu quand même gérer ce parcours? Maintenant, la seconde question, c'est de savoir, aujourd'hui, quand on prend comme capitaine, ça veut dire que c'est vous qui, je ne sais pas, à bord, vous êtes la première responsable. Donc, comment est-ce que vous exercez le leadership? Parce que je crois que vous venez de détailler un peu toute l'équipe, tous les départements que composent le bateau à bord. Je me demande comment est-ce que vous arrivez à diriger. Je crois réellement que avec votre âge, il y a certainement des collègues plus âgés qui sont même dans le domaine avant vous. Comment est-ce que vous arrivez à exercer le leadership tout au long jusqu'à l'arrivée du bateau à bord? Disons pour la première question, c'est vrai qu'arrivé à l'académie, dans ma promotion, on était 4 filles. Donc il y avait 3 Ivoiriennes et moi la Togolaise. Et la seule Togolaise d'ailleurs. Et j'avais vu un collègue togolais, et donc un ami parce que c'était un homme, et il a demandé, tu fais quelle filière? J'ai dit le SN, la filière de capitaine au long cours. Il dit non, la filière là c'est pas pour les filles, c'est pour les garçons. Voilà. Pourquoi tu as pris ça? Donc bon, moi je connaissais rien du domaine avant d'aller, donc moi je me suis dit bon, je l'ai pris, c'est tout. Donc il n'y avait pas beaucoup de filles, donc les 4 que nous étions, la classe on était 40, mais il n'y avait que 4 filles. Donc pour dire il n'y en avait pas beaucoup. Et quand je suis revenue au Togo,
J'ai commencé au niveau du port autonome de Lomé sur les remorqueurs. Avec tout l'effectif qui avait plus d'une centaine, j'étais la seule fille. Wow. En fait, je me rendais compte que j'étais la seule fille. Mais disons que ça ne m'a pas trop effleuré l'esprit parce que déjà, j'ai vécu entre que des hommes. J'avais des grands frères et tout. Et mon papa, je peux dire, il n'a jamais eu à faire la différence entre nous. Dire que ceci, c'est pour les filles, ceci, c'est pour les hommes. Donc, je ne sentais pas le fait que j'étais parmi des hommes. Je faisais le tout parce qu'il faut le faire. Donc déjà de ce côté, j'ai jamais eu ce sentiment d'être femme parmi les hommes et autres. Et c'est plutôt les gens qui disaient mais tu es une fille parmi nous, tu es ceci. Et c'est de bouche à oreille que j'ai même su que tu es la première fille à faire ça au Togo. Donc pour dire que je ne le savais pas. Maintenant au niveau du leadership à bord, je vais dire ça s'est fait petit à petit. Déjà au niveau de l'école, on a différents cours. On a des cours où on nous apprend la responsabilité sociale, c'est-à-dire comment gérer un équipage, c'est-à-dire quand quelqu'un te parle un français courant, savoir le répondre, savoir recadrer tout. Donc déjà on fait le cours, la phase théorique. Et c'est vrai qu'arriver sur le terrain, il y a des gens qui sont plus âgés, plus expérimentés. Toi tu viens, tu es déjà officier supérieur, tu as la passerelle. Néanmoins, à bord, on n'a qu'à dire que quand tu viens, tu es cadet, tu apprends de partout. Tu commences d'abord en bas. C'est vrai, tu es venu pour la passerelle, mais tu commences en bas. Tu fais le ménage. Bon, moi, j'ai eu à travailler avec des anglophones. Tu fais le ménage en bas, tu passes au niveau du pont, tu tires les cordes, les amarres avec les matelots. Tu passes à la machine, tu graisses la machine, tu apprends tout ce qui est machine avant d'aller à la passerelle. Ce qui fait que quand tu dois commander quelqu'un en machine, il faudrait que tu saches de quoi tu parles. Pareil au niveau du pont, avant d'arriver maintenant à la passerelle pour pouvoir faire ton travail. Donc, on peut dire que ça prend du temps, puisque moi, j'ai commencé ma formation en 2014. Aujourd'hui, on est quand même en 2024. Ça fait 10 années pour avoir juste le diplôme, même pas encore le brevet. Donc, faut dire ça prend du temps. 10 ans. Oui, ça fait 10 ans déjà que j'ai débuté. Ça prend beaucoup de temps. Néanmoins, aujourd'hui, je peux remercier Dieu parce que mon équipe, on est 10 à bord et les 9 autres, ce sont que des hommes, bien évidemment. Il y en a plus âgés que moi, plus jeunes que moi, mais ça se passe vraiment bien. Donc, j'ai une équipe en or, si je peux le dire ainsi. Une équipe en or, que des hommes. Que des hommes. Alors, naturellement, l'autre question peut-être que je vais poser avant de laisser la parole à Gideon. D'abord, comment se passe la vie sur la mer et encore parmi les hommes? La vie sur la mer. Comment expliquer? C'est passionnant, c'est intéressant, c'est dangereux aussi. On peut dire... Dangereux? Oui, c'est dangereux parce que le navire, c'est un tas de ferraille qui roule sur l'eau, donc tout peut arriver. À tout moment. À tout moment. C'est des risques, hein? C'est des risques quand même, c'est des risques. Et quand on dit quand même parfois que c'est bien payé, c'est à cause de tous les risques que les marins y prennent. Donc déjà partir en mer, la mer, c'est un endroit qui n'est pas vraiment stable du tout. Et parfois, tout peut arriver à tout moment. Tout peut arriver à tout moment. Parfois, elle se calme, la mer, elle se calme. Parfois, elle est douce, mais très très souvent, elle est vraiment dans tous ces états. Donc, ensuite, il y a le milieu du travail, les conditions du travail, parce qu'on travaille tous à bord. Vous venez, il y a différentes cultures, et différentes éducations, mais vous devez être ensemble pour un long moment. Donc, il y a des compromis qui doivent être faits. Vraiment, le bord, l'équipage de bord devient un peu comme une nouvelle famille pour tous, où tu dois apprendre à trouver l'équilibre, à trouver ta paix, parce que tu es isolé du monde. Et quand on dit c'est dangereux aussi, il faut noter que à terre, quand tu as un mal de tête, bon, tu vas à l'hôpital. Mais à bord, et genre l'officier, c'est lui le médecin. Quand il y a incendie, vous n'allez pas attendre les sapeurs-pompiers de terre, c'est vous qui êtes les sapeurs-pompiers. Vous avez suivi une formation donc pour dire, en cas de tout ce qu'il y a, vous êtes là pour vous-même. Donc pour dire que c'est un milieu quand même dangereux, mais intéressant, et ce travail-là permet au fait au monde de rester connecté, parce que 90% des biens consommables passent par la mer. Donc c'est un travail très important qui aide au développement de tout le monde. Et l'autre question, parce que déjà, c'est comme si aujourd'hui je suis arrivé à être inspiré, hein, Gideon, parce que à la minute où je voulais poser cette question, derrière là, je fais un coucou à l'équipe de réalisation qui également m'a envoyé une question. Je vais me faire donc le plaisir de partager avec toi. La question, c'est que comment est-ce que tu arrives à gérer, je peux vous tutoyer, hein, si vous le permettez, comment est-ce que tu arrives à gérer tous ces hommes, parce que bon, les hommes demeurent les hommes.
et chacun vient peut-être, des fois il y a des avances par ici et cela. Est-ce que tu as eu à traverser ces genres de situations, peut-être avec des gens qui sont peut-être à un niveau plus élevé ou à un niveau bas, et comment est-ce que tu es arrivé à gérer tout ça? Et je n'ai pas envie de poser leur question qui consiste à savoir si quelqu'un sur ce plateau est encore un cœur à prendre. Mais je pose quand même. Allons-y. Ok. Disons, je l'ai géré comme tout le monde le gérait parce que dans tous les domaines, ça existe. Tout comme en mer, ça existe, c'est tout. Mais est-ce que ça crée des frustrations? Est-ce que des fois, ça peut avoir des effets sur ton travail? Des faits sur mon travail, pas vraiment. Chacun a son département, chacun a son truc à faire. Donc je peux pas dire que ça a créé des faits sur mon travail. L'essentiel, c'est d'être focus, de savoir ce que tu cherches, ce que tu vises et de continuer. Les avances, ça ne va pas s'arrêter, ça arrive naturellement, quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu es. Ne réponds pas à leur question, toi. Maintenant, je vais poser peut-être une autre question avant de laisser la parole à Gideon. Quelle a été la plus grande expérience que tu as vécue sur la mer et qui t'a peut-être, je peux dire quelque part, secoué? Parce que là, on vient d'entendre de toi que des fois, il peut arriver que la mer ne soit pas tranquille. Quelle a été cette grande expérience où je t'ai dit que si j'ai tenu, c'est que plus rien ne peut m'arrêter? Bon, je vais pas dire que c'était directement la mer. Je vais dire que c'était beaucoup plus technique au côté du travail. Et en ce moment, j'étais au niveau du port autonome de Lomé sur les remorqueurs. Donc, les remorqueurs, c'est des petits navires, mais puissants qui assistent les grands navires quand ils doivent rentrer. Donc, le pilote rentrait pour une manœuvre. Donc, c'était moi qui conduisais le remorqueur. Il demandait qu'on colle. Donc, quand on doit coller, il faut garder une certaine vitesse. Donc, j'étais nouveau. La vitesse que j'avais pris pour aller coller, ça n'a pas collé, ça a cogné. Faut dire que c'était vraiment puissant. Donc ça a cogné. Et bon, on a quand même continué la manœuvre. Et là, à son cas prochain, il demande où est la stagiaire. Elle est sur quel remorque? On dit elle est sur 5AC. Il dit ok, 5AC, venez coller l'arrière. Donc j'ai repris la même manœuvre au fait. Mais cette fois-ci, j'ai réussi. Quand j'ai réussi, moi-même, j'étais tellement contente. Je me suis dit que non, si j'ai pu refaire ça, c'est que c'est bon, je peux continuer les manœuvres. Parce que l'autre jour, là, ça avait cassé les assiettes et tout en bas. C'était vraiment violent. Waouh. Gideon. En tout cas, félicitations d'abord pour votre parcours et vos réalisations. Ma question, elle est, c'est pour moi-même, c'est pas pour tous les autres. J'ai cru comprendre que la marine marchande, elle est différente de la marine militaire, c'est ça? De quel organe ou de quelle institution dépend véritablement la marine marchande? Est-ce que c'est aussi l'état-major des armées ou c'est carrément géré par le port autonome de Lomé, ou qui est vraiment qui gère vraiment la marine marchande? Ok, la marine marchande, au Togo, on a la direction des affaires maritimes où il y a une division des gens de mer qui gère le côté marin marchand. Mais on a différents autres organes, on en a le Haut Conseil de la mer et tout. Mais nous, on ne dépend pas de l'état-major, ça c'est purement militaire. Néanmoins, quand on fait notre formation en Côte d'Ivoire, on parle d'une formation paramilitaire. Dans certains pays, les marins marchands sont des militaires de réserve. C'est-à-dire au cas où peut-être il doit y avoir la guerre en mer, on va faire appel aux marins marchands pour renforcer l'équipe de la marine nationale. Puisque si on prend des militaires peut-être formés à terre pour aller en mer, déjà comme je parle du mal de mer et tout ce qui va avec, ils ne pourront pas peut-être être habilités à vraiment le faire. Donc c'est pour ça que les marins marchands sont comme des marins de réserve au fait pour l'État en question. Mais au Togo, c'est pas encore le cas. Donc on dépend uniquement de la direction des affaires maritimes. Donc vous n'avez pas de formation militaire ou en tout cas accessoire? Par exemple, quand je parle de l'académie au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est une école régionale qui regroupe 15 pays d'Afrique francophone où le Togo est membre. Donc là-bas, on suit la formation militaire avant même de commencer. La formation militaire, directement? Oui, on fait une formation militaire. Et au niveau des cours. Parce qu'avant qu'on te donne, par exemple, l'habit avec le grade et tout, il faudrait que tu comprennes ce que tu prends. Par exemple, quand tu portes ton grade, si c'est un grade de lieutenant, il faudrait que quand tu vois quelqu'un qui a un grade de capitaine, tu puisses le reconnaître et lui donner le respect qui va avec. Donc, que ce soit dans la marine ou dans l'armée classique. On étudie tous les grades
que ce soit au niveau de la police, de la gendarmerie, de la marine nationale. Donc, on étudie tous les grades avant même de recevoir notre tenue de uniforme pont militaire. Donc, on fait une formation paramilitaire, peu importe le pays duquel tu viens. Maintenant, c'est à chaque pays de savoir comment il gère ses marins marchands, si on peut le dire ici. Alors, on voit également sur les images où vous étiez en train d'être honoré donc par la première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, c'est bien ça? Oui, c'était lors de ma remise de diplôme pour le grade de lieutenant long cours où j'avais eu un prix d'excellence qui m'était remis des mains de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Waouh! C'est bon? Ma seconde question est de savoir si, est-ce qu'à l'image de la marine militaire, vous faites aussi des expéditions où votre travail se limite à travailler en fait dans les ports commerciaux? Le travail d'un marin marchand, il est assez vaste. Tu peux travailler dans les ports commerciaux en tant que marin à bord des remorqueurs ou en tant que pilote, mais le pilotage, c'est une autre spécialité. Néanmoins, tu peux travailler à bord de tous les navires marchands, c'est-à-dire les navires porte-conteneurs, les navires rouliers, les navires pétroliers, les navires de recherche océanographique, sur les plateformes d'extraction pétrolière, donc surtout les navires qui font le commerce international. Donc, c'est une formation qui vous permet de travailler aussi dans le privé? Oui, d'accord. Tel qu'actuellement, moi, je suis dans le privé, comme je l'ai dit, avec la société GeoG Trading Company. Okay. Je travaille à bord d'un remorqueur qui fait du service en mer pour les rades togolaises. Parce que quand vous passez, vous voyez les navires au bord de la plage, vous voyez bien qu'il y a plein de navires qui sont là. Donc, ces navires, ils ont des besoins. Tel que ça peut être un besoin en eau potable, s'ils n'ont plus d'eau. Ils vont faire appel à quelqu'un pour les amener de l'eau s'ils ne doivent pas forcément rentrer dans le port, ou bien en vivre, ou bien s'ils veulent changer d'équipage. Donc, ils font appel à nos services et on essaie de les satisfaire. Ok. Alors, mademoiselle Fafa, sinon madame Fafa, si je peux me permettre de dire tous les deux donc sur ce plateau, ce que je voudrais savoir pour quelqu'un qui nous suit dans cette émission et qui voudrait, notamment une femme qui voudrait emboîter tes pas, quels seraient donc tes conseils assez pratiques pour cette personne? Parce que j'ai cru entendre qu'il n'y a pas une formation au pays qui donne quand même accès directement à cette opportunité. Qu'est-ce que quelqu'un qui est intéressé véritablement par ce choix de carrière pourra faire, et quel est ton conseil de façon générale à tous ces jeunes-là qui nous suivent dans cette émission et qui ont vraiment envie d'aller plus loin, de persévérer, de faire comme vous? Ok, je dirais pour une personne qui veut aller comme moi vers cette formation, il faudrait que la personne fasse assez de recherche. Okay. Parce que, comme je l'ai dit, moi j'ai eu le financement du gouvernement togolais pour la bourse, ce qui peut être aussi fait par peut-être un Togolais. Ensuite, il y a différentes compagnies maritimes qui font des offres pour, genre, déjà le niveau bac, pour financer les études maritimes de la personne. La personne revient travailler directement pour eux. Mais pour cela, il faut faire les recherches pour les trouver. Donc, déjà faire les recherches pour pouvoir se former. Mais si la personne a les moyens, aller directement se former dans un institut qui est reconnu, habilité à le former. Et bon, s'armer de beaucoup de courage et prier, persévérer pour pouvoir y arriver. Maintenant, pour toute autre personne qui nous suit, qui, je ne sais pas, intéressée par le domaine, non? Pas forcément, mais qui est inspiré par voilà, tout ce que nous venons d'apprendre de vous sur le plateau. Ok, inspiré par moi, je dirais, quel que soit le domaine d'activité dans lequel la personne est, il faut persévérer. Parce qu'il n'y a rien qui est facile. Ensuite, il faut rêver grand. Il y a une sage qui disait, il vaut mieux viser haut et avoir le torticolis que de viser bas et avoir le dos bossu. Donc, il faut vraiment rêver grand et planifier, mettre les choses en place pour pouvoir y arriver. Et tenir bon, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre sur le chemin. Votre vision pour les 10 ans à venir? Bon, déjà obtenir mon brevet de capitaine. Okay. Ensuite, penser à la spécialisation. On peut dire c'est ça. Super. Merci donc d'être vraiment passé chez nous, d'avoir répondu à nos questions. Merci Valère, hein. Merci Gideon également pour vos contributions. Quel serait donc votre dernier mot pour finir cette émission? Bon, je vous dirais merci à vous pour l'invitation. Merci aux téléspectateurs.
Je dirais aussi un grand merci au directeur de ma société qui a pris un grand risque d'engager une femme, une pionnière comme capitaine de son navire. Je pense que c'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Et sans ça, je serais pas ici à dire que je suis capitaine d'un navire. Donc merci au directeur et à tous ceux qui travaillent avec moi. Et un coucou spécial à tout mon équipage qui doit être là-bas. Donc merci à vous. Merci à toutes et à tous. Merci également au gouvernement qui a contribué depuis le début à cette formation qui vous a peut-être aussi amené jusqu'à ce niveau. Et nous pensons qu'ils peuvent également le faire et donner l'opportunité à d'autres jeunes et surtout les femmes d'emboîter vos pas, n'est-ce pas? Oui, ils l'ont fait parce qu'après moi, il y a eu deux. Il y a eu deux filles qui ont bénéficié de la bourse après différentes années pour faire la formation. Donc, je les remercie pour cela parce que sans ça, on ne serait pas 3 aujourd'hui dans les 2% qu'il y a dans le monde. Donc, merci. En tout cas, merci d'être passé chez nous. Merci. Vous avez compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission qui vous a été proposée et nous avons reçu pour vous tantôt Keke Adjoto Simone Fa. Elle est donc capitaine au long cours de la marine marchande. Un grand plaisir pour nous d'avoir échangé avec elle et nous avons passé un moment fou également avec Gideon et Valère qui nous ont été d'une très grande utilité en nous inspirant sur ce qu'il faut faire quand on arrive sur les réseaux sociaux et ce qu'il ne faut donc pas faire pour nous permettre de rester tranquille dans notre coin et de vivre tranquillement à l'abri de tous les problèmes qui peuvent nous empêcher de pouvoir continuer par rêver et de continuer par réaliser nos rêves. D'ici là, portez-vous bien. On est ensemble à très très bientôt. Au revoir.